le fait qu'il y ait en Afrique une armée de femmes était quand même quelque chose de très important. Ces Amazones inspiraient une certaine crainte, une certaine terreur à ceux qu'elles croisaient sur leur chemin. Les soldats européens étaient assez impressionnés d'avoir en face d'eux des femmes qui étaient capables en tout cas de leur résister et surtout de les affronter militairement. Ces Amazones effectivement jouaient un rôle important dans la traite négrière puisque le royaume était un royaume esclavagiste. Et c'est pas parce que c'était des femmes qu'elles n'étaient pas, disons, contraintes de se livrer à des captures d'esclaves. Bonjour et bienvenue dans Mémoire d'éléphant, le podcast qui raconte l'histoire de l'Afrique avant la colonisation. Je suis Régis Abiola et pour ce premier épisode, je suis accompagné de Brice Boussari. Donc Brice, tu es historien, franco-béninois, et aujourd'hui on va parler ensemble des Amazones du Dahomey. Les Amazones, c'est ce corps féminin de l'armée du royaume du Dahomey, qui a un rôle très important dans toute l'organisation du royaume, et ce jusqu'à la conquête coloniale. Donc pour commencer, est-ce que tu peux me dire qui sont ces Amazones du Dahomey et dans quel contexte historique elles sont apparues ? Alors, le vrai nom des Amazones au Dahomey, c'était Agodie. Agodie signifie « faites de la place pour que j'arrive ». C'est-à-dire que le premier réflexe quand on arrive dans un espace occupé, c'est de dire « Ago, j'arrive », c'est-à-dire « faites-moi de la place ». Et donc, Agodie, c'est le nom qu'on leur donnait aux Amazones, parce que ces Amazones inspiraient une certaine crainte, une certaine terreur à ceux qu'elles croisaient sur leur chemin. Et donc, par analogie, sans doute qu'on leur a donné ce nom d'Agodie. Par la suite, les Européens ont donné le nom d'Amazone parce que les guerrières du Dahomey leur inspiraient en tout cas une certaine ressemblance avec les guerrières de l'Antiquité qui, elles, étaient appelées Amazones. Mais en réalité, les Amazones du Dahomey ne se coupaient pas le sein comme le faisaient les guerrières de l'Antiquité grecque et étaient donc entières. Et pour qu'on situe mieux, à quoi correspondait le royaume du Dahomey par rapport à la géographie actuelle et comment il était organisé, de quoi il vivait ce royaume ? Alors le royaume du Dahomey était situé essentiellement entre l'Atlantique et la région des collines, c'est-à-dire la région de Sabalou, et était limité donc à l'est par le fleuve Ouémé et à l'ouest par la rivière Koufo. Ce royaume vivait essentiellement du trafic des esclaves. En tout cas, c'était l'une de ses vocations essentielles, c'est-à-dire que les guerriers du royaume d'Abomey allaient prendre comme captifs les populations autour du royaume, essentiellement donc les populations des Pédas, les Maris, les Popos, et ces populations étaient donc échangées contre des produits venant d'Europe, essentiellement donc des produits des colifichets, des armes, des objets qui n'avaient pas beaucoup de valeur. Voilà. Alors ce royaume, effectivement, a vécu du trafic des esclaves jusqu'à la fin de la période esclavagiste en Europe, c'est-à-dire qu'à partir donc du début du 19e siècle, eh bien, tout simplement, les Européens ayant mis un terme, disons, à la traite négrière, eh bien, le royaume a dû se convertir et utiliser donc d'autres moyens pour s'enrichir, essentiellement donc la culture du palmier à huile. Pour revenir aux Amazones, quel était leur rôle au sein du royaume du Dahomey et comment elles étaient structurées ? Pour la création du corps des Amazones, la tradition voudrait que ce soit Tassirangwe, la sœur jumelle du roi Akaba, qui aurait remplacé au pied levé son frère jumeau et qui aurait créé donc le corps des Amazones. Alors, la tradition voudrait que ce soit plutôt une régente et d'autres chercheurs pensent qu'elle était plutôt une reine qui a régné, mais on ne la retrouve pas sur les généalogies, sur les tablettes des traditionalistes d'Abomey, parce que c'était une femme. Elle a été un peu effacée de l'histoire. Elle a été en quelque sorte effacée de l'histoire. Et donc, ce corps des Amazones a été donc créé, d'après ce qu'on sait, vers le XVIIIe siècle, et il aurait été renforcé au XIXe siècle par le roi Guézo, qui lui aurait, amélioré son armement et donné, des armes de manière beaucoup plus efficace dans la lutte
contre les royaumes adversaires du Dahomey. Et contre qui, en général, le royaume était en conflit? Alors d'abord, le royaume, pendant très longtemps, était donc dépendant du royaume d'Oyo, qui était le royaume situé donc dans le nord-est du Dahomey. Ce royaume d'Oyo correspondait au Nigeria à peu près. Voilà, au royaume d'Oyo était situé donc au Nigeria, et le royaume du Dahomey était tributaire du royaume d'Oyo. Et donc cette dépendance du royaume d'Oyo a duré donc jusqu'au règne du roi Gezo, qui a réussi donc à se libérer de la tutelle d'Oyo. Donc les Amazones, pendant très longtemps bien sûr, ont été, des guerrières au service du royaume du Dahomey contre le royaume d'Oyo, et la plupart des campagnes qu'elles ont menées ont été contre le royaume d'Oyo en particulier. Mais elles avaient aussi tout simplement un rôle de fournir au royaume du Dahomey le personnel, tous les gens dont il était nécessaire d'acquérir pour se défendre vis-à-vis donc des autres ennemis du royaume. Alors ce royaume d'Oyo, bien sûr, était le royaume le plus puissant contre lequel le Dahomey devait se battre, mais le royaume du Dahomey se battait aussi contre les autres tribus qui étaient autour du royaume du Dahomey, en particulier donc contre les Maris dans la région de Savalou et contre les populations du royaume de Porto Novo, contre lesquelles se battait le royaume du Dahomey. Et pour revenir aux Amazones, comment elles étaient recrutées et à quoi ressemblait leur vie quotidienne? Il y avait 3 moyens donc de devenir Amazone. D'abord, il y avait, disons, les gens qui étaient mal vus au sein de la famille à laquelle ils appartenaient, donc, et qui avaient un caractère plutôt acariâtre, et ces personnes-là étaient donc dévolues, disons, au roi pour devenir donc Amazone. Il y avait aussi des personnes qui volontairement étaient elles-mêmes candidates pour devenir Amazone. Il y avait aussi un tirage au sort. Le 3e mode de recrutement des Amazones, c'était le tirage au sort. Et donc, on pouvait effectivement devenir Amazone quand on avait été tiré au sort parmi les gens qui étaient, disons, recherchés et qui étaient mis de côté donc, pour devenir Amazone. Donc, c'était pas une chance. Alors, ça pouvait être effectivement, disons, volontaire. Quand on était volontaire, c'était éventuellement une chance, mais quand on était tiré au sort, eh bien, on n'avait pas tout à fait le choix. On était quand même recruté un peu contre son gré pour devenir Amazone. Et leur vie quotidienne, du coup, elle était à quoi elle ressemblait? Comment c'était Leur vie quotidienne tournait essentiellement autour de leur entraînement. Un entraînement militaire au cours duquel donc, elles apprenaient à se battre de manière acharnée. On leur apprenait par exemple à traverser des ronces pour aguerrir leur corps dans la mesure où elles auraient dû avoir à affronter effectivement des ennemis, où elles devaient aussi traverser des forêts qui n'étaient pas des endroits très faciles à traverser. Et donc, elles avaient aussi, parmi les pratiques qui étaient quotidiennes, on leur faisait consommer des aliments qui les endurcissaient, on leur faisait aussi consommer des produits pour éviter qu'elles ne tombent enceintes. Parce que les Amazones, bien qu'elles vivent dans des garnisons militaires, étaient des gens qu'on ne devait pas rencontrer sur son chemin, qu'on ne devait pas affronter et avec lesquels on ne devait pas coucher. Et les hommes qui entraient dans les garnisons militaires, avaient le risque effectivement de mettre enceinte, de mettre enceinte. Et donc, c'était interdit bien sûr, mais le fait qu'on leur fasse consommer des produits, disons, abortifs ou bien des produits qui devaient les empêcher de tomber enceinte, prouvait en quelque sorte que certains réussissaient quand même à avoir des relations charnelles avec elles. Et puisqu'elles suivaient en fait cet entraînement qui était extrêmement intense, comment elles étaient perçues au combat Alors, les Amazones étaient effectivement redoutées au combat. C'est-à-dire que, comme la plupart des royaumes ennemis n'avaient pas de force militaire féminine, le fait qu'on entende que des femmes étaient capables, disons, de les affronter faisait que souvent elles inspiraient de la crainte et de la terreur aux forces ennemies du royaume du Dahomey. Voilà, donc leur réputation faisait effectivement que sur le champ de bataille, elles étaient très craintes de par leurs adversaires. Et dans les combats qui les ont opposés aux Européens, souvent
les soldats européens étaient assez impressionnés d'avoir en face d'eux des femmes qui étaient capables en tout cas de leur résister et surtout étaient capables en tout cas de les affronter militairement. Et tu l'as mentionné un petit peu plus tôt, mais finalement, elles ont eu un rôle assez important dans la traite négrière. Alors, ces Amazones, effectivement, jouaient un rôle important dans la traite négrière puisque le royaume était un royaume esclavagiste. Et donc, elles allaient dans les régions autour du royaume pour aller chercher des esclaves. Et c'est pas parce que c'était des femmes qu'elles n'étaient pas, disons, contraintes par leur fonction de se livrer, disons, à des captures d'esclaves. Donc, elles ont effectivement contribué à la réputation guerrière et à la réputation, disons, de fournisseurs d'esclaves de la part du royaume du Dahomey. Donc, elles ont joué un rôle très important, effectivement, dans la vocation, esclavagiste du royaume du Dahomey. Et puisqu'elles étaient si redoutées, finalement, pourquoi et comment est-ce que ce corps de l'armée a disparu ? Alors, ce corps de l'armée a disparu surtout à partir de 1892, quand la France a voulu faire la conquête du Dahomey. Dans la mesure où les femmes amazones faisaient partie de l'armée du Dahomey et que leur armement, en tout cas, n'était pas un armement capable de rivaliser avec les armes européennes, elles avaient un armement qui était fait essentiellement de fusils de traite et de coutelas. Et donc, quand elles ont rencontré les soldats de l'armée européenne, de l'armée française en particulier, qui avaient des fusils à tir rapide, effectivement, elles n'ont pas fait le poids. Donc, finalement, militairement, elles ont été vaincues assez rapidement, même malgré leur résistance acharnée et malgré le fait qu'elles étaient assez craintes dans les combats de corps à corps. Mais elles ont quand même tenu ce rôle de résistance pendant assez longtemps. Elles ont résisté, effectivement. Plusieurs combats ont montré, effectivement, leur résistance vis-à-vis des soldats européens, en particulier, par exemple, à Chupa, ou en 1892, où elles ont résisté de manière assez acharnée, dans la bataille de Cana, où elles ont empêché, tant qu'elles ont pu, les troupes européennes d'arriver, disons, jusqu'à Abomey, mais elles n'ont pas réussi, effectivement, à empêcher, disons, la défaite militaire du Dahomey vis-à-vis des armées européennes. Et finalement, le fait qu'elles aient un petit peu disparu de l'histoire par la suite, est-ce que tu penses que c'est peut-être que, d'une certaine manière, on leur a fait un peu payer aussi le fait d'avoir été l'armée qui a perdu finalement face aux Européens? Non, je ne crois pas du tout qu'on leur ait reproché en particulier leur défaite, dans la mesure où les soldats hommes du Dahomey avaient été aussi vaincus militairement. Donc les Amazones ont été vaincus au même titre que les hommes de l'armée du Dahomey. Donc elles n'ont pas été, en tout cas, stigmatisées pour leur défaite vis-à-vis des Européens. Le corps a été dissous. Les Amazones ont été donc renvoyées dans leur famille, comme ont été dissous plutôt tous les corps militaires du royaume du Dahomey, puisque l'armée du Dahomey a été démantelée et que les soldats sont rentrés chez eux. Donc je ne crois pas que les Amazones aient particulièrement eu à subir, disons, une certaine opprobre de la part de l'armée française ou de la part des troupes dahoméennes. La défaite était logique dans la mesure où leur armement n'était pas en mesure de résister. Elles ne faisaient pas le poids. Oui. Mais j'aimerais qu'on parle un peu de l'héritage des Amazones aujourd'hui, parce qu'en 2022, il y a le gouvernement béninois qui a érigé une statue immense d'une guerrière amazone sur une place publique de Cotonou, donc la plus grande ville du Bénin. Et je me dis, est-ce que tu y vois une manière, en fait, finalement, de se réapproprier cette figure de la guerre amazone pour créer du roman national au Bénin? Alors, il me semble effectivement que le président Talon a érigé cette statue de l'Amazone pour essayer de redonner du prestige aux femmes dahoméennes, en quelque sorte. Il faut dire que Talon lui-même sa mère appartient à la famille de Guédégbé, qui était le dernier devin du roi Béhanzin qui a été déporté en 1894. Et donc, selon lui, eh bien, c'est une certaine manière de redonner du prestige aux femmes dahoméennes en réalité, montrer le rôle qu'elles ont joué dans l'histoire du Dahomey, et surtout, eh bien, en ces temps où l'on essaie en tout cas de restituer aux femmes
disons, la place qui leur revient, il lui semblait effectivement important de montrer que les Amazones avaient joué un rôle important dans l'histoire du Dahomey et que ces Amazones en particulier pouvaient être mises en avant en raison du prestige qu'elles avaient incarné à une certaine époque. Voilà, donc il me semble que c'est pour cela que le rôle des Amazones est à nouveau remis sur le devant de la scène par l'actuel président du Bénin. Et en même temps, est-ce qu'on peut pas aussi voir un paradoxe à remettre en lumière ces figures de femmes, puisque c'était aussi beaucoup des femmes qui parfois étaient recrutées mineures, enlevées de leur famille, et pour vivre une vie qui était quand même relativement difficile, quoi. Donc il y a aussi un peu un paradoxe à ériger ces femmes-là en symboles féministes, alors que c'était pas toujours de leur plein gré, c'était pas des femmes libres, quoi. Oui, on peut dire ça effectivement. Mais le problème, c'est que à l'époque, effectivement, de la traite négrière et de l'esclavage, toutes les femmes étaient logées pratiquement à la même enseigne, même si elles étaient dépendantes, en tout cas, de la monarchie. Elles n'avaient pas leur mot à dire dans la conduite des affaires du pays. Mais ce qu'on peut dire des Amazones en réalité, c'est que même si elles ont été, des victimes, disons, du système esclavagiste et de l'emprise, disons, de la monarchie sur le royaume du Dahomey, elles ont en tout cas joué leur rôle. Elles ont été effectivement des défenseurs de la monarchie et elles n'ont pas en tout cas démérité dans l'action qu'elles ont menée. Bah, toujours en 2022, il y a aussi The Woman King, qui est un film hollywoodien à gros budget, réalisé par Gina Prince Bythewood et inspiré des exploits donc, de ces guerrières agodjies, qui est sorti. Est-ce que tu l'as vu et qu'est-ce que tu en as pensé, notamment par rapport à la réalité historique Alors, j'ai vu le film, effectivement, et il est conforme, disons, à la réalité historique sur de nombreux points, en particulier en ce qui concerne l'entraînement des Amazones, où l'on voit effectivement que ces Amazones avaient une vie assez rude, où elles montraient, pendant leur entraînement, un certain acharnement dans la conduite, en tout cas, de leur résistance à la conquête européenne, de la manière dont elles se défendaient. Le décor aussi du film, effectivement, est proche de la réalité, de ce que l'on sait, en tout cas, d'Abomey, à l'époque de la monarchie du Dahomey. Mais un aspect du film est quand même assez différent de ce que l'on sait. En particulier, à la fin du film, on voit très bien que l'actrice principale, qui s'appelle Viola Davis, je crois, eh bien, devient la compagne du roi, ce qui n'est pas conforme à la réalité historique parce que, d'après ce que l'on sait, le roi ne choisissait pas ses épouses au sein des Amazones, il les choisissait sans doute au sein de la population aussi bien servile que de la population libre, mais il ne prenait pas ces guerrières comme étant des épouses. Et jamais il n'a été question, en tout cas dans l'histoire de Dahomey, que ce soit une Amazone qui devienne la mère du prince héritier. Donc c'est ce que l'on voit dans le film. Mais sans doute que cela correspond un peu à la manière hollywoodienne de présenter les choses. Et à propos de ce film-là, les Dahomey, les Béninois plutôt, ont été assez déçus du fait qu'il n'ait pas été tourné au Bénin, qu'il a été tourné en Afrique du Sud. Et je ne suis pas certain que... Alors, ce film a été montré, bien sûr, à Cotonou, mais je ne suis pas certain que beaucoup de gens l'aient vu avant sa diffusion, en tout cas dans les pays européens. Une autre preuve aussi que les guerrières amazones du Dahomey ont intégré la pop culture, c'est qu'elles ont aussi inspiré le personnage d'Okoye et toute la garde du roi T'Challa dans le film Black Panther. Donc c'est aussi une autre preuve que la pop culture s'est réappropriée ces figures en fait là de guerrières africaines. Oui, il me semble effectivement que pour les réalisateurs hollywoodiens, le fait qu'il y ait en Afrique une armée de femmes était quand même quelque chose de très important. Et dans ce film sur l'Afrique, qui essaie de restituer à l'Afrique effectivement une partie du prestige passé, il était important effectivement de montrer qu'en Afrique, à l'époque précoloniale, il y avait des guerrières, il y avait des femmes qui étaient
en mesure, disons, de constituer la garde prétorienne d'un monarque et qu'elles n'ont rien à envier, disons, aux guerrières que l'on a pu voir par la suite, par exemple, avec le colonel Kadhafi, qui avait donc des gardes du corps qui étaient constituées, une garde du corps constituée de femmes au sein de son armée. C'est une manière, disons, pour les Américains, et en particulier pour Hollywood, de restituer à l'Afrique le prestige qui lui a été retiré en quelque sorte par la traite négrière. Et finalement, est-ce que pour conclure, on peut dire que la réémergence des Amazones dans l'histoire du Bénin permet d'une certaine manière aussi de redonner aux femmes le rôle dont on les a un petit peu effacés? On peut dire ça, mais il faut savoir que les femmes du Dahomey ne sont pas, à mon avis, parmi celles qui ont été les plus, ostracisées, parce que les femmes dahoméennes ont souvent été libres, ont eu souvent une certaine indépendance financière vis-à-vis de leur époux, et donc le fait de vouloir leur restituer, disons, un certain prestige sur le plan politique, c'est de bonne guerre, mais je ne crois pas que ce soit les seuls, en Afrique en tout cas, qui soient les plus stigmatisés, qui a eu le plus à souffrir, disons, de l'influence des hommes. Elles ont effectivement un pouvoir économique, même si elles ont moins de pouvoir politique, mais peut-être que cette nouvelle manière de présenter le rôle qu'elles ont joué peut peut-être contribuer à restituer, disons, le pouvoir politique dont elles ont été privées pendant très longtemps. Très bien. Brice, merci à toi pour cet entretien et à très bientôt pour un prochain épisode. Merci. Merci d'avoir suivi ce premier épisode de Mémoire d'éléphant, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à vous abonner à la chaîne et à en parler autour de vous, ça nous aidera à être plus visible sur les plateformes. Sur ce, je vous salue et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.